On va poursuivre en parlant de coopération internationale, parce qu'Horizon 2020, effectivement, c'est beaucoup de coopération européenne, mais aussi à l'étranger, avec d'autres pays. Et pour introduire ce sujet, je voudrais que vous fassiez la rencontre de Jérôme Chapela. C'est un scientifique de l'Institut Paul-Émile Victor, et il travaille au sein de ce programme qui s'appelle le EPICA, magnifique programme, il va tout vous expliquer. Ça a été un challenge énorme, une grosse collaboration avec beaucoup de pays européens, mais aussi avec l'Australie. Le projet EPICA, European Project for Ice Coring in Antarctica, a constitué un projet majeur de la Commission européenne pour soutenir la science que l'on appelle des carottes de glace. Les carottes de glace, ce sont des cylindres de glace que l'on fore dans les glaciers dans les hautes latitudes, en Antarctique ou au Groenland. En carottant ces glaciers, on remonte des couches de neige et de glace qui se sont formées il y a très longtemps. Et par l'analyse de ces couches, on peut reconstituer l'histoire du climat, l'histoire de l'environnement terrestre, l'histoire de l'atmosphère, notamment en gaz à effet de serre, la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. Ce projet qui prend place en plein cœur du continent antarctique, il ne peut pas se dérouler sans un soutien logistique et infrastructurel très spécifique. Donc le rôle de notre institut, ça a été de mettre en place cette logistique, de faire en sorte que les équipes techniques et scientifiques puissent reposer sur un camp au sein duquel elles pouvaient vivre pendant plusieurs mois d'affilée pour poursuivre le forage, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Ça a été, je pense, un projet absolument fondateur pour notre institut. L'Institut avait l'habitude de gérer des projets, je vais dire, à dimension un peu plus humaine. On emmenait 2-3 chercheurs sur un lieu particulier, avec une logistique pas trop compliquée. Là, il fallait déployer des équipes qui comprenaient jusqu'à 15 chercheurs travaillant 24 heures sur 24 sur ces carottes de glace sortant petit à petit du trou de forage. Il a fallu assurer une chaîne de froid, c'est-à-dire s'assurer que ces carottes de glace à moins 50 degrés à Concordia arrivent toujours gelées en parfait état de conservation en Europe pour les analyses chimiques ensuite conduites dans les laboratoires européens. Et maintenir cette chaîne de froid sur 20 000 km, je peux vous dire que c'est un challenge sacrément relevé que l'Institut a réussi effectivement à relever. On a pris l'initiative en 2015 d'approcher directement la Commission européenne, de prendre rendez-vous avec le DG Recherche à Bruxelles, et pendant 3 heures, on lui a dit « Écoutez, il y a un challenge international majeur. L'Europe aujourd'hui est leader mondial sur le sujet. On ne peut pas être, on va dire, des seconds couteaux. On est prêt à vous offrir un projet clé en main. On est prêt à le faire. À vous maintenant d'agir. » Il nous a non seulement écoutés, mais il nous a entendus, et à la fin de la réunion, il nous a dit « Je vais vous aider. Je mets en place tout de suite une Coordination and Support Action pour vous aider à définir le projet et à le mettre en place. » Et on a conduit ça en collaboration internationale. Les Australiens se sont associés à ce travail. Ils ont mis à disposition des avions équipés de radars. Et cette collaboration entre l'Australie d'une part et la Commission européenne d'autre part nous a permis de définir 2 sites. Et à l'heure où je parle, l'Europe est en train de mettre en place un camp sur un des 2 sites. Et dans 1 an, l'Australie va se mettre en place sur l'autre site. C'est l'exemple même d'une collaboration qui dépasse complètement le cadre de l'Europe. J'ai donc pu bénéficier de ce projet à la fois pour développer une sonde assez révolutionnaire permettant d'étudier les couches profondes de glace avant qu'on réalise le carottage. Et je dirais hasard de la recherche, il se trouve que cette étude nous a permis avec mon équipe de déboucher sur un instrument révolutionnaire pour des applications en océanographie, pour étudier la composition des océans en gaz dissous. Et voilà, c'est un résultat, une ouverture scientifique tout à fait inattendue dont on a bénéficié grâce à ce soutien européen encore une fois. On va parler donc coopération internationale avec Maria Cristina Rousseau, Denis Despréaux, Laurence Auer, Michel Eddy et Olfa Zerébi. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Madame Zerébi, venez à côté de moi là. Bonjour madame. Installez-vous, je vous en prie, on se congratulera après parce qu'on a des choses à se dire quand même. Tenez, installez-vous là madame. Prenez place, je vous en prie.
Merci beaucoup de votre présence à tous. Je vais commencer avec Madame Rousseau. Madame Rousseau, vous êtes directrice de la coopération internationale à la Commission européenne. Et alors, c'est vous, Madame Rousseau? Eh bien voilà, excellent. Prenez un micro, on ne s'est pas encore rencontrés, donc voilà, on se découvre. On veut parler coopération internationale, et donc dans le cadre d'Horizon 2020, il y avait une volonté de développer cette coopération internationale? Oui, oui, absolument. Et je suis contente de vous découvrir, d'autant plus que je viens de Bruxelles et ça n'a pas été très, très facile. Quelques applaudissements nourris, je vous prie. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Est-ce que ça a été plus compliqué pour venir de Bruxelles à Paris ou dans Paris pour venir jusqu'ici? Justement, dans Paris pour venir jusqu'ici. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée à 3h30, donc c'est très bien. Oui, donc Horizon 2020, c'est un programme qui est complètement ouvert à la participation des chercheurs et des entités de recherche du monde entier. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde est à connaissance du fait que c'est le programme multilatéral de recherche le plus grand du monde. Le plus grand du monde. Le plus grand du monde, multilatéral. Multilatéral, bien sûr. Donc, où il peut y avoir des équipes de recherche où participent des chercheurs européens et des chercheurs des pays tiers avec d'autres chercheurs des pays tiers. Et l'approche qui a été prise avec Horizon 2020, c'était d'ouvrir ces programmes à la participation internationale et donc d'avoir un mainstream de la coopération internationale dans tous les programmes. Donc de ne plus avoir des programmes spécifiques dédiés à la coopération internationale, mais de permettre la participation des entités de recherche des pays tiers dans les différentes parties thématiques d'Horizon 2020. Donc une volonté claire, très très claire d'augmenter la coopération internationale. Et vous voulez savoir les résultats aussi? S'il vous plaît, c'est la question suivante. Voilà, donc le résultat a été, disons, mitigé. Il y a certains succès, et Madame en parlait là, la Tunisie, par exemple, qui a été associée à Horizon 2020. Et donc, il y a eu certains succès aussi dans la mesure où il y a des activités spécifiques qui ont été quand même dessinées pour la coopération internationale. Par exemple, le programme PRIMA qui vise les pays de la Méditerranée du Sud, pour lesquels on a créé un mini-programme de recherche dans Horizon 2020. Et succès aussi, ça a été la participation des entités de recherche internationales dans des réseaux globaux de recherche. Par exemple, les GLOPID-R, c'est un réseau qui existe, un des nombreux réseaux qui existent dans le domaine de la santé pour la response pour infectious diseases outbreaks, ou le Belmont Forum, la coopération dans des agences de recherche qui s'occupent des changements climatiques, les Mission Innovation ou d'autres forums globaux. Les épidémies de maladies infectieuses, oui. Oui, les GLOPID-R, c'est pour les épidémies de maladies infectieuses. Excusez-moi, je n'ai pas Non, pas du tout, on est là pour ça. Par contre, pour ce qui concerne les taux de participation des entités de recherche dans les programmes, là, il n'y a pas eu les succès qu'on avait espérés. Il y a eu moins de coopération internationale que ce que vous vouliez. Mais ça dépend de ce qu'on appelle coopération internationale, justement. Donc, il y a eu une approche plus vaste avec une association de nouveaux pays. Et il y a eu une approche plus vaste avec une plus grande attention au réseau global, comme je dis, GLOPIDAR, dans le réseau de la santé, des réseaux dans les domaines des changements climatiques, des partenariats spécifiques comme les partenariats PRIMA, les partenariats EDCTP, qui est celui pour les maladies infectieuses avec l'Afrique, pour lequel on a doublé des fonds. Donc il y a une approche globale et plus forte qui a permis de mobiliser une grande partie du programme Horizon 2020, mais en termes de participation des entités des pays tiers dans des projets de recherche, là, il y a eu une petite chute. Alors, moi, ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe, mais c'est qu'effectivement, il y avait des pays qui étaient associés à l'Europe, qui donc pouvaient participer à des programmes européens et qui en plus touchaient des financements européens pour participer à ces programmes. C'est ce qu'on appelle les pays associés. Et il y avait en particulier le Mexique, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde, qui sont des pays qui touchaient des financements. Et puis, comme ce sont des pays émergents, qui
finalement se sont commencés à se développer, l'Europe leur a dit, bah, écoutez, voilà, maintenant financez vous-même vos participations. Et c'est là que du coup, elles ont eu du mal, que ces pays ont eu du mal à franchir le pas et à se dire, bon, je vais participer à des programmes européens, mais donc je vais financer ma participation, ce qui après tout, pour un pays en émergence, se comprend. Ça a été l'un des problèmes. Hein. C'est un parti vrai, un parti faux. Oui. Voilà. Donc, ces pays n'étaient pas associés au programme. Oui. Parce que, comme j'ai dit, le programme Horizon 2020, qui construit aussi sur le programme cadre, sur le 7e programme cadre, est ouvert à la participation des pays tiers. Donc, ils n'étaient pas associés, mais ils participaient. Et dans les programmes, dans le 7e programme cadre, ils étaient effectivement financés. C'est-à-dire qu'une fois que les chercheurs et les organisations de recherche de ces pays étaient sélectionnés sur la base de la compétitivité et de l'excellence scientifique, ils recevaient des financements. Ceci est vrai. Et avec Horizon 2020, il a été décidé de ne plus financer les entités de recherche des BRIC et Mexique. Donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et Mexique. Et donc ceci a créé effectivement quelques problèmes. Alors j'ai compris qu'il y avait aussi le printemps arabe qui a créé quelques instabilités, l'invasion de la Crimée par des forces russes a gêné aussi évidemment la coopération avec la Russie. Donc finalement on a eu une attrition, une réduction de cette coopération internationale. Et là, le programme Horizon 2020 a réagi. Absolument, absolument. Et de quelle manière est-ce que vous avez réagi alors? Nous avons réagi parce que quand on a vu qu'il y avait un déclin de la participation des entités tiers dans les programmes de recherche, nous avons mis en place ce qu'on appelait des flagships, donc des initiatives spécifiques qui ont été lancées dans les derniers programmes de travail d'Horizon 2020, les programmes de travail 2018-2020, qui ont été vraiment créés et structurés pour les nécessités de coopération internationale et décider de façon à que pour que les projets puissent être retenus, puissent avoir un succès, ils devaient avoir la participation d'un pays tiers. Et ceci a permis d'augmenter les taux de participation des pays tiers dans les programmes de recherche. Alors, si on fait un peu le bilan, donc on a compris que ça a été compliqué, que vous avez réagi, que cette coopération internationale a pu renaître, si je puis dire, en tout cas reprendre un certain développement. Et si on fait le bilan, vous m'avez dit que la politique extérieure de la recherche est finalement devenue une partie de la politique de l'Union européenne. Ça, c'est un bilan qui vous satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, que finalement cette politique de la recherche est devenue une partie de la politique de l'Union européenne ? Mais oui, c'est très satisfaisant pour moi, dans la mesure où la partie internationale de la politique de recherche est très importante, parce que comme j'ai dit au début de cette conversation, donc nous avons les programmes de recherche les plus grands du monde, complètement ouverts à la participation des pays tiers, et c'est un instrument très très important de politique extérieure, parce que via la coopération en matière de recherche et innovation, on peut construire vraiment des liens concrets entre nous et les pays tiers, au-delà de tout ce qui est diplomatie scientifique. Et cette partie, cette ouverture de la politique de recherche n'était pas vraiment tout à fait connue au niveau européen et exploitée. Donc, elle existait de facto, mais politiquement, il n'y avait pas une reconnaissance importante. Et dans la commission qui vient de se terminer, et on a réussi vraiment à mobiliser les volets externes de la politique de recherche pour que la politique de recherche soit partie intégrante dans tous les dialogues politiques des plus hauts niveaux. Si vous regardez toutes les déclarations des sommets européens avec des pays tiers, vous trouverez partout, presque partout, la recherche et l'innovation comme une partie intégrante et essentielle de nos relations avec les pays tiers au plus haut niveau politique. Un petit mot, si je peux dire, sur la nouvelle commission. Peut-être c'est intéressant parce que j'ai parlé de la commission qui vient de se terminer, mais la semaine passée, nous avons donc lancé la nouvelle Commission européenne avec la présidente Madame van der Leyen qui a mis un accent très très fort sur le fait que l'Europe doit jouer un rôle très important dans le monde. Et en fait, là, ce qu'elle a fait,
et vous les voyez parce que la semaine, c'est qu'elle a fait dans les fêtes, parce que le week-end passé, elle était en Afrique, elle a visité la commission de l'Union africaine. Et en fait, ce qu'elle a dit clairement dans son discours de nomination et ce qui ressort des premiers documents qui ont été adoptés par la Commission la semaine passée, les méthodes de travail de la Commission, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre politique extérieure et politique intérieure. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est que vraiment toutes les politiques intérieures, donc la recherche, l'énergie, les transports, les autres, soient utilisées au service de la politique extérieure. Donc, il y a une reconnaissance pleine du rôle que la recherche et l'innovation peut vraiment jouer et dans celle qui veut être une politique étrangère beaucoup plus forte et percutante de l'Union européenne et faite évidemment avec nos partenaires des pays tiers. Et la démarche que la présidente a faite avec l'Union africaine dans ces contextes, je crois que c'est très importante et elle part d'elle-même. Alors, Denis Despréaux, vous êtes, prenez un micro, je vous en prie, vous êtes délégué aux affaires européennes et internationales au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On parlait de ce programme cadre très ouvert, d'une politique même de la Commission qui se veut ouverte, très ouverte à l'international. Jusqu'à quel point est-ce que ça vous paraît important, utile, nécessaire d'être ouvert, qu'un PCRI soit ouvert comme il l'est ? La position française était extrêmement favorable à l'ouverture du programme, à l'ouverture internationale. Donc nous avons beaucoup milité dans ce sens-là. Et d'ailleurs, nous avons été l'un des piliers du démarrage du Scientific Forum for International Cooperation, dont nous avons assuré la présidence ces 3 dernières années. Donc pour qu'on puisse avoir des discussions avec la Commission et surtout avec les autres pays membres sur cette question de l'ouverture internationale. Donc l'intérêt de l'ouverture internationale, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est surtout de pouvoir rassembler des capacités et d'offrir des capacités européennes qui permettent de renforcer les capacités françaises dans un environnement international et de pouvoir discuter avec d'autres pays qui peuvent aussi avoir accès à ces financements, soit parce qu'ils ont accès aux financements eux-mêmes, soit parce qu'eux-mêmes mettent de côté des financements pour pouvoir contribuer. Mais dans tous les cas de figure, l'intérêt, c'est que l'ensemble de ces pays contribuent à des programmations que nous avons nous-mêmes décidées en matière de recherche. Donc ça permet de renforcer nos capacités. Et quand on parle de défis sociétaux à l'échelle globale, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, bon, on ne va pas évoquer, mais on peut parler du changement climatique, par exemple. Le fait, évidemment, de travailler à une échelle européenne et au-delà de l'échelle européenne, une échelle encore plus ouverte qui est une échelle mondiale, ne peut être qu'un atout très important pour notre recherche. Alors, il y a une notion qu'on n'a pas encore utilisée, mais je suis sûr que vous l'avez à l'esprit, c'est la notion de diplomatie scientifique. Qu'est-ce qu'on entend par là et en quoi est-ce que c'est une notion qui est chère, qui vous est chère ? Alors, je ne voudrais pas brûler la politesse de Laurence, qui est alors, Laurence Auer, c'est ça. Alors, Laurence Auer, alors. Il doit y avoir une diplomate qui prend la parole sur ce sujet. Je vais vous présenter quand même, Laurence Auer. Vous êtes directrice en charge de la recherche et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, absolument. Et dans les activités du ministère, on a cette gestion d'un réseau scientifique et surtout d'un programme qui s'appelle le partenariat Hubert-Curien, qui existe dans 77 pays, avec une série d'activités qui, je dirais, est presque consacrée à la relation bilatérale. Et ce que je voulais dire, c'est que pourquoi il était si important que le programme européen et le programme désormais Horizon Europe s'intéressent à la coopération internationale. Alors pour moi, pour 3 raisons, très rapidement. D'abord parce que, comme le disait Denis, il faut que l'Europe devienne une puissance scientifique en tant que telle. Et sinon, tous les efforts français, à un moment donné... Elle ne l'est pas ? Ne seront pas suffisamment démultipliés. Oui. On le voit aujourd'hui. L'Europe, aujourd'hui, comme le disait très bien la directrice, a monté son programme cadre de recherche avec des entités européennes, nationales, et s'est ouvert que dernièrement à la coopération internationale. Et c'est une des innovations et que nous saluons vraiment tous, le fait que désormais, on puisse présenter le programme cadre de recherche et d'innovation comme un programme qui permet de placer l'Europe comme une puissance scientifique. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, d'abord parce que tous les autres pays le font. Il y a aujourd'hui une politique d'attractivité extrêmement agressive, pas seulement américaine,
chinoise, russe, mais aussi d'autres pays émergents. Et il faut que nous ayons la masse critique et que nous soyons unis pour essayer de faire pièce et être au centre de cette attractivité. Je rappelle que c'est ça qui va faire le progrès et l'innovation. Et puis, après, à côté de ça, il y a toute la question de comment on engage à l'international des programmes nouveaux. Évidemment, moi, je pense à l'Afrique, puisque nous travaillons depuis 2 ans presque exclusivement à essayer de monter des projets en parallèle à ce que fait le RC dans une nouvelle dimension de recherche avec l'Afrique. On voit que c'est très compliqué et qu'on a absolument besoin d'aide de l'Union européenne. Et d'ailleurs, comme le chercheur là-haut sur l'Antarctique, nous-mêmes, nous sommes allés venir demander à la Commission européenne de l'aide. Donc voilà, pour 3 raisons. Donc, le réseau français qui est actif avec nos programmes. Hein, nous avons 800 projets par an, 5000 missions, un budget de petit, j'ose même pas donner le chiffre, mais quand même, qui est un système d'amorçage extrêmement important et innovant, mais qui a besoin de l'Union européenne. Deuxièmement, la nécessité dans les enjeux globaux de devenir une puissance européenne en tant que telle sur ces enjeux-là et d'apporter des réponses. Et enfin, cette question de l'attractivité européenne. Pour la nourrir, il nous faut être performants et réussir à être aussi forts, je dirais, que les Indiens, les Chinois et les autres pays qui montent sur les sujets. Merci Laurence Auer. Vous vouliez dire un mot, Madame Rousseau ? Oui, absolument. Sur l'Afrique, je vais dire que nous avons lancé une initiative super intéressante qui est un partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique dans le domaine de l'innovation. Et j'en parle parce qu'il y a eu une conférence justement la semaine passée à Marseille dans le cadre des Emerging Valley, où nous avons eu la 2e réunion du partenariat. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant dans la démarche de la nouvelle Commission européenne qui a mis un accent très très fort sur l'Afrique. L'Afrique et les relations Union européenne-Afrique en tant que partenaire et le fait d'avoir une agenda positive avec l'Afrique. Très bien, on va parler avec Mme Zeribi dans un instant. Mais avant tout, on va continuer avec Denis Despréaux. Oui, cette question de diplomatie scientifique, qu'est-ce qu'on entend par diplomatie scientifique? Est-ce que ça veut dire que quand on fait de la science, on ne fait pas que de la science? Il y a un aspect relationnel, politique, politique, relationnel qui est important, et ça se développe. Je vous en prie. Oui, Denis, je te prends, excuse-moi, mais bien sûr qu'il y a un aspect politique. Et je crois que ce qui vient d'être dit... Michel Eddy, le président directeur général du CIRAD. Oui, donc simplement, moi qui ai la chance de voyager à travers le monde dans ma fonction de président-directeur général du CIRAD, qui est un organisme de recherche qui fait de la recherche comme tous les organismes, de la recherche orientée solutions sur des questions qui sont l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Mais la recherche agronomique pour le développement. La recherche agronomique, mais aussi qui est un organisme qui pratique la coopération internationale. Oui. Et donc qui est une coopération tournée vers les pays du Sud. Donc nativement, dans notre mandat, faire de la coopération est au cœur de notre métier, un double métier. Et donc moi, j'ai la chance de voyager dans les pays de la ceinture intertropicale. Notre terrain de jeu se situe entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. C'est pas tout à fait concordia, mais le réchauffement climatique n'y a pas encore aidé. Mais voilà, donc on intervient dans ces zones-là. Et ma première réaction, c'est de vous dire que je voudrais réagir comme citoyen européen. C'est-à-dire que quand on voyage dans ces pays et quand on rencontre ces partenaires, on est vu comme effectivement le citoyen d'un espace qui s'appelle l'Europe et qui est regardé avec attention, envie et aussi sollicitation, parce qu'on sait que nous sommes un pays évidemment riche, développé, dans lequel le bien-être de nos populations est supérieur à celui des pays dans lesquels on voyage, mais aussi un pays qui pratique une vision du monde qui est une vision collaborative et une vision solidaire sur un certain nombre de sujets. Parce que l'Europe a bien conscience que l'état dans lequel elle est un état qu'elle a conquis à travers le temps et qu'elle ne pourra le maintenir d'ailleurs, si elle le comprend sur un mode politique, que si d'autres arrivent à suivre les mêmes trajectoires. Et en particulier, on parle de diplomatie scientifique et on parle d'Afrique. Et je crois qu'on peut, comme citoyen, on est tout à fait convaincu simplement que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique ont toujours été liés par l'histoire et les cultures, et que plus que jamais dans l'avenir, ils sont liés par l'histoire et les cultures. Et que dans cette démarche-là, la science est une composante des politiques que l'Europe, solidairement, doit conduire vis-à-vis du continent africain, par exemple. On est une partie des questions et des réponses. On n'est pas la seule, mais on est une partie.
Donc oui, on fait de la politique scientifique. On fait de la politique scientifique. Je peux rajouter juste bien sûr, je vous en prie. Juste un point complémentaire, au-delà de l'Afrique. Je veux dire, un témoignage par rapport au rôle politique de la science et sans doute les déplacements présidentiels et les déplacements du Premier ministre. Il n'y a pas un déplacement du Président de la République ou un déplacement du Premier ministre dans lequel on ne parle pas de science. Alors nous, on élargit le sujet par rapport à la Commission, qui le fait aussi, mais pas tout à fait de la même manière, à l'enseignement supérieur. Donc enseignement supérieur, recherche et innovation sont un domaine qu'on considère comme cohérent et comme un tout entier. Et il n'y a pas un déplacement politique français qui ne parle pas de manière conséquente de ces sujets. Absolument. Michel Eddy, poursuivons avec vous. Donc, le PDG du CIRAD. Oui, vous parliez de ce terrain d'expression qui est le vôtre, la ceinture intertropicale. Vous embarquez, vous dites, on embarque des interlocuteurs africains dans des programmes européens. Vous les faites participer, vous les faites financer partiellement par des programmes européens? Évidemment, l'Union européenne, la Commission européenne sont des acteurs majeurs des politiques de coopération scientifique et d'aide publique au développement. Et quand on voyage encore une fois dans ces pays, les bureaux de la Commission sont des interlocuteurs et sont des acteurs essentiels des politiques européennes sur le terrain et de cette politique de coopération. Mais moi, je veux d'abord réagir comme organisme de recherche qui s'inscrit aussi dans une perspective européenne. Parce que les problèmes auxquels nous devons répondre dans ces régions, qui sont des problèmes de coopération et aussi de défis globaux et mondiaux, je ne vais pas revenir sur les questions climatiques ou sur les questions de développement durable, supposent évidemment entre nous et entre les pays beaucoup de coopération et beaucoup d'actions en commun. Et ils ne peuvent être abordés que dans un cadre mutuel. La France est un grand pays, je suis français, j'en suis très fier, mais pour faire face à toutes ces questions-là, ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Et nos destins, encore une fois, sont entre l'Europe et l'Afrique. En particulier entre l'Europe et la ceinture intertropicale. Il y a aussi des pays sur les continents africains et asiatiques qui sont tout aussi importants. Et donc c'est vrai que l'Union européenne et son instrument, la Commission, avec les États, sont des éléments essentiels de ces politiques de coopération. Et pour le coup, c'est vrai que, vu du CIRAD, le programme cadre est un programme cadre de recherche important et essentiel, mais nous le regardons aussi avec la complémentarité des autres instruments que la Commission met en place et qui sont essentiels pour porter ces politiques de coopération. Et je pense en particulier à ce que fait la Direction générale DG DEFCO sur le développement. Et la coordination entre ces deux directions, et en plus j'en rajoute une troisième dans mon champ, qui est celui de la DG Agriculture, sont des éléments essentiels. Donc, il y a une coordination, effectivement? Oui, bien sûr qu'il y a une coordination. Et oui, il faut que ces politiques, non seulement se coordonnent entre les États et la Commission, mais bien sûr entre les différents services de la Commission, pour que tous les instruments, de manière complémentaire, concourent à une chose qui est essentielle, c'est apporter du soutien et à impacter les questions de développement et répondre aux enjeux du changement climatique, qui sont ceux que ces pays affrontent. Oui, il faut de la coopération plus que jamais, et solidaire. Comment ça se passe quand vous... C'était votre expression, on embarque des interlocuteurs africains dans des dispositifs européens quels sont les... D'abord, c'est qu'on ne résout pas les problèmes à la place des autres. Oui. Et qu'il est inimaginable que l'Europe, la France, puisse imaginer qu'à elle toute seule, elle puisse y parvenir. Donc d'abord, l'origine des questions et la cible des solutions, ce sont ces pays et ce sont les institutions avec lesquelles nous coopérons. Et donc il faut travailler d'abord en partant de leurs préoccupations, de leurs sujets, et travailler avec eux dans le long terme, parce que c'est vrai que résoudre ces problèmes, les aider à les accompagner dans ces démarches, suppose une coopération qui est une coopération à l'échelle des institutions, plus simplement des équipes. On a parlé, et on parle assez facilement, de la coopération internationale dans le domaine de la science. Pour les pays qui disposent de systèmes de recherche que je vais qualifier de matures, la logique de coopération entre les équipes de recherche est naturelle. La science est probablement le premier bien public mondial qu'on ait jamais inventé. Et donc, de ce point de vue-là, les scientifiques n'ont nul besoin ni de dirigeants, ni d'établissements pour savoir avec qui ils doivent travailler à travers le monde. Par contre, il y a des situations et des contextes dans lesquels il faut effectivement que les choses se construisent au niveau des institutions, parce qu'il s'agit de politique. Et que la politique, elle a une composante qui est évidemment portée et structurée par des institutions. Donc coopération entre des institutions et coopération partenariale. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons nécessairement avec ces acteurs. Et dans ces démarches-là, la Commission européenne, la DG DEFCO, la DG Recherche, la DG Agri sont pour nous des partenaires aussi essentiels, parce qu'ils programment, ils ciblent les enjeux, ils financent et ils permettent de créer ces coalitions d'institutions et d'acteurs qui vont faire que dans le temps, on va pouvoir inscrire des projets, des démarches qui pourront être, on peut l'espérer, impacter le développement nécessaire de ces pays. Madame Houwer, vous êtes donc directrice en charge de la recherche et du réseau
au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, toujours, mais voilà, je le rappelle parce que vous êtes nombreux ici, et j'essaie de recadrer effectivement les choses. J'ai passé 10 ans à Bruxelles également. D'accord, très bien. Comment ça se passe avec les pays qui ont peu de capacité de financement quand on veut collaborer avec eux en matière de recherche? Alors, d'abord, en bilatéral, nous, on a tout un système d'amorçage, de missions courtes, de bourses de doctorat, de bourses dans les deux sens. On travaille très étroitement avec le CNRS et l'ensemble des instituts de recherche français. Et puis, au-delà de ça, peut-être ce que je voudrais signaler, c'est qu'un des enjeux du prochain PCRI, et on pourra en rediscuter, c'est la politique d'association. Donc, en tant que négociateur, puisqu'on a à peu près terminé le volet de contenu interne du PCRI, pas encore tout à fait terminé la question budgétaire et les grandes masses qui seront allouées, en particulier à la coopération internationale, mais il reste après une discussion qui doit avoir lieu au Conseil recherche, hein, pas au Conseil Affaires étrangères, sur les points de la politique d'association. Alors, c'est un des enjeux aussi, je crois qu'il serait intéressant de rediscuter entre nos deux invités, parce que, si vous voulez, jusqu'ici, on a ouvert le programme Horizon 2020 à des pays qui avaient un niveau de maturité important en matière de recherche. Donc on a la Suisse, on a Israël, on a la Norvège. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on peut développer une politique partenariale plus ouverte avec des pays qui nous intéressent, qui nous sont proches. Je pense au Japon, puisque j'en reviens, au Canada, ou éventuellement, comment fera-t-on après le Brexit? Alors, je ne veux pas du tout polariser la discussion sur le Brexit, parce que je suis d'accord avec Michel. L'important pour nous aujourd'hui, c'est d'engager un effort de recherche à travers cette coopération internationale sur les grands enjeux globaux. On est bien tous sur cet objectif, changement climatique et les grands défis de la planète. Et donc c'est évidemment aussi une priorité géostratégique de notre diplomatie. Mais face à cet enjeu, c'est aussi comment avoir une politique d'alliance sur ces sujets. Je vous rappelle que dans les grands enjeux globaux, en ce moment même, il y a une COP qui essaye péniblement de se tenir à Madrid, et que les grands enjeux des négociations internationales sont extrêmement ardus aujourd'hui à négocier en termes d'objectifs. Donc on a aussi besoin, par le biais de l'innovation et de la recherche, d'apporter des résultats, d'apporter des contenus qui soient stimulants pour ces enjeux-là. Et l'Europe a un rôle essentiel à jouer. Alors, on va évidemment aborder cette question-là. Moi, évidemment, je l'ai regardée un petit peu pour la fin, celle-là, c'est-à-dire Horizon Europe et la coopération internationale. Qu'est-ce que vous nous préparez? Comment est-ce que vous la voyez? On va la garder un petit peu pour la suite. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se tourne vers vous, Olfa Zerebi Ben Slimane. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous de Tunisie. Vous êtes la directrice générale du programme européen Recherche et Innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie. Et vous étiez professeur d'économie et stratégie. Donc la Tunisie est un pays associé depuis 2016. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous? Quelles obligations et quelles sont vos obligations et qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, bien, je vous remercie. Je voudrais remercier aussi, d'abord, permettez-moi en premier lieu de remercier les concepteurs de cette table ronde, parce que je vois un clin d'œil en fait sur un aspect très particulier de notre adhésion et notre association, et un certain particularisme. Je vais m'expliquer. Nous sommes en fait tout d'abord un pays géographiquement extrêmement proche de l'Europe, parfois même plus proche que beaucoup d'autres pays. Mais nous sommes en même temps, donc je parle de la proximité physique, et il y a un certain nombre de priorités qui sont extrêmement convergentes parce que nous vivons des défis communs, nous avons un héritage commun sur plusieurs niveaux, plusieurs registres. Le deuxième point, donc, ce que je voulais dire, c'est que l'idée d'être dans l'espace européen
de la recherche et de l'innovation, pour nous, est quelque chose qui transcende la notion de frontière, qui transcende. Et cela me fait penser à la question de la circulation des savoirs. Il y a là une occasion de coproduire de la connaissance avec des scientifiques qui sont les meilleurs à travers cet espace. Et la Tunisie se trouve là, effectivement, extrêmement bien passée, au-delà de sa géographie, parce que traditionnellement, nos collègues nous font cette... Ah, vous êtes proche de l'Europe, donc il y a un intérêt à coopérer réciproque. Donc voilà le premier point et la notion d'espace européen. La deuxième idée, la deuxième chose que je voulais aussi préciser est tout d'abord l'adhésion à l'espace européen de la recherche à travers le programme Horizon 2020 a été un acte éminemment politique, évidemment. Mais lorsque la science peut être au service des politiques, je pense qu'il y a là une voie extrêmement pertinente sur la façon de repenser la coopération internationale. Et nous sommes dans cette logique. Grâce à cette adhésion au programme européen de la recherche et de l'innovation, nous avons été en mesure, au niveau national, de repenser et d'essayer d'une sorte de rupture de la façon de comment nous pourrions nous positionner dans cet espace pour coproduire de la connaissance avec nos partenaires européens. Donc devenir pays associé a eu cet impact, c'est-à-dire d'avoir un impact fort sur vos structures de recherche? Exactement. Oui. Et quel impact alors? Est-ce qu'on peut détailler? Alors, on peut détailler un ou deux exemples. Très brièvement et je remercie mes collègues qui ont un peu balisé, qui m'ont donné une espèce de plateforme favorable pour pouvoir évoquer cette question-là. Vous savez, lorsque j'ai pris mon poste, je venais d'un autre univers qui est la recherche en innovation publique, en management public et en gouvernance publique. Et je me disais, mais comment se fait-il, j'ai fait un petit diagnostic et un état des lieux, des recherches dans le contexte. Je me dis, mais comment se fait-il? Il y a 4 projets européens qui traitent de questions et d'investigations dans des contextes maghrébins, ou arabes, ou moyen-orientaux, sans impliquer l'excellence scientifique nationale de ces pays, en particulier nous en tant que pays, puisque nous avions adhéré à ce réseau-là. Et je me suis demandé, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de délocalisation de la recherche, de sous-traitance de la recherche, et alors que nous pouvions être dans une logique de coproduction de connaissances et de résultats avec un impact sur la société important. Et vous savez sur quel thème? C'est ce qui s'est produit finalement. Aujourd'hui, vous êtes devenu co-constructeur de programmes de recherche avec l'Union européenne. Exactement. Donc, juste pour finir, il y avait sur des questions de 4 projets, sur des questions de violence extrême, de migration, de phénomènes de migration. Il y avait des investigations qui portaient sur des sols... Et là, je me suis dit, j'ai découvert que nous avions un potentiel scientifique énorme et qu'il y avait un intérêt réciproque à travailler sur des thématiques sur lesquelles il y a... Alors, il y avait non seulement un intérêt, mais ça y est, c'est-à-dire la transformation a eu lieu. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en co-construction de programmes de recherche, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un impact important. Autre impact, vous avez créé la première maison des sciences de l'homme. Vous estimez que vous avez un leadership régional sur certaines problématiques, sur certains sujets, notamment sur certains aspects du changement climatique, stress hydrique. Là, il y a beaucoup de recherches qui ont lieu effectivement en Tunisie. Donc, il y a des thématiques sur lesquelles aujourd'hui vous vous êtes placé. J'essaie de voir effectivement quel était l'impact concret de fait que vous ayez été associé. Donc, à quel point est-ce que c'est un partenariat important pour vous avec l'Union européenne? Bien, c'est un partenariat important parce que, bon, tout d'abord, dans un premier temps, cela a permis d'opérer, d'entrer dans une sorte de processus de restructuration et de réforme en profondeur de notre système national de recherche et d'innovation pour aller essayer de comprendre où sont les niches d'excellence scientifique, de voir comment connecter à l'international ces niches d'excellence scientifique, d'être dans une logique de co-construction dans la programmation des thématiques de recherche qui sont convergentes et qui feraient que l'on puisse aligner à la fois nos priorités nationales à des priorités qui se situent dans l'espace européen de la recherche et d'être donc dans une logique de programmation de projets davantage structurants
et de financer des appels à fonds à travers des financements nationaux pour aller vers des fonds et des financements européens. Mais au-delà, il y a toujours une question de performance qui se pose. La performance dans ces programmes, au-delà des appels à fonds compétitifs, sur lesquels, effectivement, nous avons eu d'excellents résultats, puisque en l'espace de 3 années, nous avons multiplié par 4 nos performances. Nous avons 4 coordinateurs. Comment est-ce que vous les jugez, les performances? Quels sont les indicateurs que vous utilisez là? Les indicateurs que nous utilisons, c'est déjà le nombre de projets qui ont été connectés à l'espace européen de la recherche, puisque nous étions à 7, nous sommes aujourd'hui à 65. Ah oui? En l'espace de combien? En l'espace de 3 ans. Waouh! Ce qui a fondamentalement et radicalement, bien sûr, nous avons mis en place un système de gouvernance dédié, nous avons fait un système en réseau, nous avons démultiplié le potentiel d'accès à l'information. C'est comme je le dis parfois, lorsque j'ai pris mon poste sur ce programme européen, j'ai constaté que c'était un club privé, une espèce de club privé où ne jouaient que certains joueurs. Et j'ai démocratisé l'accès à l'information. Enfin, nous avons, c'est une équipe. J'ai mis en place un système en méta-réseau, en cascade, dans lequel, jusqu'au plus profond du territoire, les gens qui travaillent sur le stress hydrique, le changement climatique, les meilleurs chercheurs sont aujourd'hui connectés. Et ça a permis d'internationaliser nos chercheurs qui avaient un potentiel scientifique. Donc, vous êtes satisfait, vous, madame, satisfaites-vous et la Tunisie de ce partenariat? De ce lien via Horizon 2020? Alors, il y a bien sûr d'autres succès, d'autres performances. La première maison des sciences de l'homme. Oui, ça je l'ai dit. Et qui nous confère quelque part un leadership régional sur des questions dans le monde arabe et moyen-oriental. Ça a eu un effet ça a boosté la recherche en Tunisie? Oui, absolument. Ça a une dynamique. Alors, vous aimeriez que ça poursuive, je suppose, avec Horizon Europe? Évidemment, parce que nous avons mis en place tout un système et nous avons fait un investissement énorme. Oui. Il est immatériel. Et ce que je dis toujours à mes équipes, au-delà des fonds compétitifs, nous avons multiplié par 5 ou 6 les appels à fonds compétitifs. C'était une opportunité pour nous de nous structurer à l'échelle et peut-être aussi finir par avoir une espèce de leadership sur un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, nous couvrons 82% dans les thématiques d'Horizon 2020. Nous sommes présents à 92%, avec pratiquement des projets sur lesquels il y a un TRL à 6, à 5 et à 6. Un niveau de maturité technologique. Oui, c'est ça. Avec des priorités. Nous travaillons sur le changement climatique et nous sommes, comme vous le savez, dans notre situation, des scientifiques travaillent sur le changement climatique depuis déjà de nombreuses années, et nous pourrions aussi avoir une sorte de partage. Nous pourrions partager des expériences de nos chercheurs sur ces thématiques, sur ces questions de stress hydrique, d'impact des phénomènes de santé et de maladies. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça que ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a des leçons apprises en fait, il y a des expériences, il y a une accumulation scientifique de chercheurs. Pour donner quelques indicateurs de performance, nous sommes dans la région. En termes de leadership, on peut dire peut-être, ce n'est pas moi, ce sont nos chercheurs. Il y a de l'excellence scientifique dans nos réseaux de recherche. Mais il y a aussi cette performance-là de nos réseaux, il y a beaucoup de progrès à faire. Elle est encore trop individuelle. Elle n'est pas suffisamment dans l'intelligence collective, dans la co-construction, la coproduction de connaissances. C'est ça qui est en train de se transformer, hein. C'est le fait de travailler en réseau, c'était important oui, pour travailler avec des laboratoires européens, ça je suppose. Et des réseaux internationaux. Exactement. On a encore plein de choses à se dire. Oui, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, vous inquiétez pas. Et donc, j'aimerais bien, avant qu'on vous repasse la parole et puis qu'on parle effectivement d'Horizon Europe, qu'on prenne vos questions, si vous avez envie de discuter, de prendre la parole, de réagir, de parler de coopération. La parole est à vous. Tenez, j'ai une main qui se lève. Merci.
Bonjour, Valérie Zwilling, chef du service Europe de la NRT. En matière de coopération internationale, vous avez surtout centré vos interventions sur les pays tiers, participation des chercheurs des autres pays. Mais il y a aussi une dimension des centres de laboratoires de recherche qui sont Huawei ou d'autres organisations qui sont implantées en Europe et qui sont reconnus comme européens, mais qui ont une dimension internationale. Comment est-ce que dans le programme, vous avez ce deuxième cercle de coopération internationale et le bénéfice d'avoir des centres de recherche presque extra-européens en Europe? Merci. Je crois qu'elle est pour vous, c'est de la Madame Rousseau. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question. En fait, les centres de recherche des pays tiers qui sont implantés en Europe, ils sont considérés européens. Ça dépend de leur statut, mais ils sont considérés comme européens. Et donc là, il y a des remarques, je crois, que je vais faire. Surtout, vous avez nommé Huawei. Donc, il y a une première question qui est celle qui est, en fait, quand je parle de coopération internationale en matière de recherche, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que la coopération internationale. Je veux dire, c'est très vaste comme contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement la participation des entités des pays tiers dans des programmes de recherche, mais c'est tout ce qu'on fait et aussi avec ça, donc la participation de la création des réseaux globaux et les partenariats concrets avec des structures des pays tiers, donc PRIMA et IDCTP, et aussi, dans une certaine partie, ce qui peut être amené par la participation des centres de recherche d'un pays tiers établi en Europe. Donc, ceci rentre dans la définition plus large de la coopération internationale et d'ailleurs, on pourrait faire tout un séminaire sur qu'est-ce que c'est que la coopération internationale là-dessus. Donc, c'est la première remarque. La deuxième, c'est comment est-ce que c'est un bénéfice pour l'Europe ou pas? Parce que ça, je ne vais pas aussi m'attarder trop parce qu'on ouvre un chantier de discussion très, très sensible. Et donc, c'est vrai qu'il y a des sensibilités très précises qu'il faut tenir en compte, notamment dans les cas que vous avez mentionnés. Et sans rentrer dans trop de détails, et ceci a été fait dans la rédaction du programme de travail et dans la constitution des consortiums qui étaient attirants pour certaines de ces entités. Et il y a aussi la question de dire que parfois, ces entités des pays tiers établis en Europe, ils produisent aussi des effets très importants pour l'économie du pays européen, de l'État européen où ils sont établis. Donc, c'est un autre élément à prendre en considération dans la façon dans laquelle nous regardons à ces entités et dans certaines limitations qu'on pourrait mettre et qu'on les fait parfois dans les programmes de travail pour régler la participation de ces entités. Une autre intervention peut-être ici au premier rang, au deuxième. Bonjour, merci pour cette table ronde. Donc, je suis Mina Pham, je suis vice-présidente relations internationales pour une université, Paris Sciences et Lettres. Alors justement, ma question, elle tourne autour de la coopération en matière plutôt d'enseignement supérieur. On parle beaucoup de la recherche, enseignement supérieur et recherche, et notamment quelles seraient les nouvelles initiatives de la Commission dans le domaine. Alors, il y a bien sûr, on a évoqué tout à l'heure les universités européennes, mais sur des grandes questions, on a parlé du changement climatique, ou des objectifs du développement durable. Ces questions-là dépassent également le périmètre européen. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des soutiens à des universités, des initiatives comme les universités européennes puissent se poursuivre et aussi s'ouvrir? Alors, on est en train de parler d'avenir, là, d'un seul coup de se projeter dans l'avenir. Madame Rousseau, les universités européennes, quel avenir dans Horizon Europe?
Mais j'espère qu'elles auront un avenir radieux dans l'horizon Europe, les universités européennes. Je crois, comme vous l'avez dit, il y a toute une action qui est donc mise en œuvre pour soutenir ces universités. Et d'ailleurs, quelque chose qui est important à retenir aussi, c'est que dans la nouvelle commission, la nouvelle commissaire qui est chargée des recherches et innovations est aussi chargée des universités et donc de l'enseignement, de la culture et aussi par ailleurs du Centre commun de recherche qui est une direction générale de la Commission très importante et de laquelle parfois on ne parle pas suffisamment. Et donc oui, certainement, il y a un intérêt à soutenir les universités européennes. Mais si je peux me permettre, quand vous avez parlé des grands défis de la Commission, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de cette Commission? Et là, je voudrais vous ramener aux priorités que la présidente a mises en exergue. Donc, Madame van der Leyen a affiché des priorités claires, dont l'une, c'est le Green Deal. Et pour l'Europe, avec une grande ouverture, évidemment, internationale pour les raisons dont on a parlé, que je ne dois même pas mentionner. Et là, on attend avec impatience demain, parce que demain, la Commission européenne adoptera son document sur le Green Deal. Donc, nous espérons que celui-ci soit ambitieux et qu'il y ait un volet important de recherche et innovation. Je ne vais pas en dire trop, mais je pense qu'il y en aura. Et qu'il y aura aussi une partie importante des coopérations internationales. Comme on parle de la prochaine commission, je voulais aussi dire que la présidente a donné un mandat à chaque commissaire. Et dans les mandats qu'elle a donnés à la commissaire Gabriel, donc en charge des recherches, éducation et centre commun de recherche, il est clairement mentionné aussi l'importance de développer et approfondir la coopération internationale dans ces domaines. Madame. Bonjour et merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. Donc, je suis Angela Saman, responsable scientifique internationale à l'ANR. Et donc, ma question est à la fois à Madame Zaribi et à Madame Russo. Est-ce que, en parlant de la science et diplomatie, est-ce que le pays tiers participe aux choix stratégiques et les orientations avant de rédiger, par exemple, le programme? Je vous en prie, Madame Russo, et puis Madame Zeribi. Je ne vais pas monopoliser la parole. Et je crois que oui, mais la science et la diplomatie scientifique va aussi au-delà de ça. Hein. Mais pour répondre à votre question, et comme Madame Zeribi l'a dit, une des aspects très importants des pays associés, c'est qu'ils peuvent participer à la définition des priorités de recherche, donc à la programmation stratégique. Et là, je voudrais ajouter que dans Horizon 2020, on a associé de nouveaux pays comme la Tunisie. Et d'ailleurs, je me réjouis de ce que vous avez dit parce que j'ai fait moi-même les négociations d'adhésion. Et l'Ukraine aussi. Et aussi en amont des autres qui étaient déjà associés. Mais là, par exemple, j'ai parlé du programme PRIMA, les partenariats renforcés avec les pays de la Méditerranée, et auxquels participent la Tunisie, Israël, et puis 5 autres pays avec lesquels on a conclu des accords internationaux, donc le Liban, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et là aussi, une des spécificités de ces partenariats PRIMA, c'est que ces pays, via les instances de PRIMA, participent aussi à la définition des priorités de recherche. Mais un mot sur la diplomatie scientifique. La diplomatie scientifique va beaucoup au-delà de ça. Diplomatie scientifique, je pourrais en parler très longuement et ne vous en faites pas, je ne le ferai pas. Non, mais effectivement, on a bien compris effectivement qu'elle allait au-delà de ça. Ouais. Disons, il y a toute par exemple, on a mentionné la Russie avec l'annexation de la Crimée. Oui. On a pratiquement bloqué les relations et la coopération dans plusieurs domaines, mais l'un des domaines dans lesquels on a continué à coopérer, c'est la science et la technologie, bien qu'il y a eu une chute dans la coopération, évidemment parce que plusieurs Européens pensaient que c'était peut-être pas bien pour l'évaluation d'un projet, mais ce sont des canaux de communication qui existent. Donc, quand on parle de diplomatie scientifique, c'est la continuation des relations avec un pays
économie via la coopération scientifique avec un pays avec lequel il y a des problèmes, des questionnements d'un point de vue géopolitique. Madame Zeribi, je vous en prie, prenez un micro. Bien, je vous remercie. C'est une question extrêmement importante sur laquelle nous nous sommes souvent penchés dans le contexte dans lequel nous sommes. Il y a trois axes, selon trois parties. Nous avons réfléchi notre adhésion au programme Horizon 2020 en se disant, d'accord, il y a un premier axe, c'est celui de la possibilité d'internationaliser notre recherche et notre innovation. Donc c'était un point clé important. Le deuxième point était celui de repenser les modalités et les formes de notre coopération internationale scientifique et d'aller davantage vers de la co-construction dans des priorités avec lesquelles nous considérons que nous avons un potentiel de convergence, un potentiel thématique, un potentiel des défis, les défis de société auxquels nous assistons tous aujourd'hui. Et si nous ne mettons pas la science au cœur de la réflexion sur les défis et les stratégies que nous devrions mettre ensemble en place, il y a lieu de penser qu'il faut repenser la diplomatie scientifique. Et c'est le troisième point, c'est le troisième axe. Pour nous, la diplomatie scientifique, c'est beaucoup plus, je vous dis comment nous l'avons perçue en tant que pays qui a été associé dernièrement, était une façon différente, une alternative dans la façon de repenser nos politiques publiques et les convergences de nos politiques de coopération internationale pour pouvoir les mettre au service des défis que nous rencontrons actuellement et des défis de société que nous rencontrons. Et de façon à pouvoir coproduire ces savoirs et de façon à pouvoir trouver des stratégies de réponse pour la coproduction de ces savoirs. Et enfin, nous avons quelque part pensé à... Je voudrais être direct, si c'est possible, si vous me le permettez. Allez, on se dit tout, vous savez. Est-ce qu'on peut être franc? Bah oui, je crois, depuis le début on l'a été quand même. Un espace de discussion et sincère. Vous savez, dans la façon d'approcher, et je suis très à l'aise pour le dire, puisqu'il s'agit de diplomatie, il y a toujours des notions qui sont prises sous le prisme parfois sécuritaire sur un certain nombre de phénomènes, qui sont pour nous des phénomènes sociaux, typiquement de relance économique, de croissance ou d'innovation, et parfois de la façon dont on va trouver des stratégies de réponse à des défis. Aujourd'hui, le fait d'intégrer cet espace, enfin d'être partenaire et de coproduire de la connaissance dans cet espace et de coproduire des définitions de priorités, d'être dans la coproduction des définitions de stratégie, ça nous donne la possibilité de nous trouver dans un cercle de discussion, d'échange sur la façon dont on va pouvoir aborder et approcher les prochains défis de notre société. Parce que nous partageons une mer en commun, nous partageons un certain nombre nous partageons des espaces, et pas qu'un seul. Et il y a lieu de coproduire la connaissance sur ces espaces. Parce qu'il y a derrière ces espaces des phénomènes humains, et des enjeux humains, sociaux, enjeux politiques, économiques, ouais, des retombées fondamentales politiques également. Vous en avez vu les conséquences, vous en avez vu les échéances. Et c'est vraiment là que je vois toute la signification et l'essence même profonde de ce que peut être la diplomatie scientifique et de la science, et de mettre la science au cœur d'un certain nombre de stratégies de coopération internationale, parce qu'elle pourrait justement faire en sorte que nous puissions converger et adopter et agir et adopter des solutions qui sont communes et non pas des solutions qui soient du nord vers le sud, ou bien il y a des façons différentes de voir. Rien qu'à vous donner... Je vais passer la parole à Madame... Mais je vous en prie, donnez un exemple. Je voudrais donner un exemple qui est ce que l'on voit actuellement en ce qui nous concerne. Je vais vous parler très vite d'adaptation au changement climatique. Nous parlons beaucoup, mais pour nous, l'adaptation au changement climatique n'est pas un discours creux. Il est une réalité dans nos populations. Et ce changement climatique, il a pour conséquence de drainer des phénomènes que vous connaissez, qui sont avec les conséquences que l'on connaît. Donc, il y a lieu de repenser des modes alternatifs de développement, de discuter autour d'un espace commun
et de cet espace que nous partageons ensemble. On a compris votre plaidoyer qui était porté avec beaucoup de force. Alors, un dernier petit mot quand même, Madame Rousseau. Oui, justement sur Horizon Europe et la coopération internationale là, dans Horizon Europe, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'il y a déjà des directions qui sont identifiées? Voilà, merci beaucoup pour cette belle dernière question. Donc, la proposition des Horizon Europe a été faite par la Commission, comme la directrice l'a dit, et les dispositions sur la coopération internationale n'ont pas fait l'objet de l'accord partiel parce qu'ils sont liés à des discussions importantes, stratégiques au niveau européen avec l'un des pays actuellement membres, mais peut-être ne le sera pas dans les futurs, comme vous pouvez vous imaginer. Mais donc, il n'y a pas de décision, mais je peux évidemment vous expliquer ce que la Commission a proposé. Donc, d'abord, nous avons proposé de continuer l'ouverture du programme à la participation de toutes les entités de recherche des pays tiers. Donc, une ouverture du programme. Mais ce qu'on voudrait faire, et ça, ce n'est pas dans la proposition, mais on est en train d'y travailler, d'affiner la stratégie de coopération internationale qui est celle qui guide notre action, et avec une approche qui vise de façon plus ciblée les grandes priorités stratégiques auxquelles on veut faire face. Donc, il y aurait l'ouverture du programme, mais aussi une coopération beaucoup plus ciblée et notamment liée aux priorités de la présidente van der Leyen, en premier lieu le changement climatique. Et puis, ciblée thématiquement? Ciblé thématiquement aussi. Maintenant, je ne vais pas au point de dire que ça se traduira dans des programmes thématiques, mais on est en train de travailler beaucoup pour que de la programmation stratégique de Horizon Europe, dans les différents thèmes, il y a beaucoup plus d'importance à la coopération internationale. En gros, ce qu'on a fait avec les flagships dans la dernière partie de Horizon 2020 devrait être repris pour avoir des activités vraiment ciblées à ce que nous voulons rejoindre les objectifs internationaux dans les différentes priorités stratégiques. Mais la grande nouveauté que je pense tout le monde attend, donc je vais y arriver, c'est la politique d'association. Et donc là, on a fait des changements importants. Et des changements importants parce qu'on a proposé de continuer la possibilité pour les pays de l'espace économique européen, pour les pays en voie d'adhésion, et pour les pays du voisinage, et d'être associés à Horizon Europe. Et là, je voudrais dire quelque chose dont je suis vraiment très contente, que pour les pays du voisinage, nous avons des conditions qui sont beaucoup plus souples que les programmes Horizon 2020. Parce que dans les programmes Horizon 2020, les pays du voisinage auraient pu être associés à Horizon au programme, mais si certaines conditions étaient remplies, ce qui n'est plus le cas dans Horizon Europe, et ce qui est un signe vraiment de l'importance aussi de l'association dans les contextes géopolitiques. Et puis, last but not least, nous avons créé une nouvelle catégorie de pays qui peuvent être associés à Horizon Europe, qui sont donc les pays avec de bonnes capacités dans les domaines scientifiques, de la technologie et de l'innovation. Donc, ce sont des pays industrialisés, des pays qui ne sont pas proches géographiquement à l'Europe, mais pour lesquels nous avons un grand intérêt à travailler de façon plus structurée et auxquels nous voulons nous offrir la possibilité d'être associés. Et quels sont ces pays? Les pays ne sont pas dans les programmes dans Horizon Europe, qui d'ailleurs, sur ces dispositions, il n'y a pas encore d'accord, mais les pays qui, jusqu'à présent, ont exprimé un intérêt avec lesquels on a engagé quelques discussions qui sont vraiment des discussions super informelles parce que les dispositions n'ont pas encore été adoptées. Mais donc, quand même, on a eu quelques contacts. Ce sont le Japon. Moi aussi, je reviens du Japon, par ailleurs. Le Japon et le Canada.
l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la Corée et Singapour. Mais cette liste, ne la prenez pas comme une liste figée, parce que c'est vraiment quelques informations que je vous donne à titre informel pour vous donner un peu le goût de ce qui va venir. Voilà, ça nous permet de nous projeter et d'imaginer. Voilà, donc on a ce grand programme qui est le plus grand programme de coopération multilatérale en matière de recherche au monde, avec pas mal d'innovations, une stratégie de coopération qui sera davantage ciblée thématiquement, des changements importants vis-à-vis des pays associés, des conditions qui s'assouplissent pour les pays voisins et une nouvelle catégorie de pays associés, des pays avec une forte capacité en matière de recherche et d'innovation. Dans quelques instants, on va faire une sorte de bilan d'Horizon 2020, et puis la ministre nous rejoindra également pour les étoiles de l'Europe. On va faire une mini-pause de 10 minutes, juste le temps de s'oxygéner légèrement. Mais évidemment, avant cela, on va remercier infiniment nos 5 intervenants. Merci infiniment, Monsieur Eddy, Madame Auer, Madame Rousseau, Madame Zerébi et Monsieur Despréaux. Merci à tous les 5.